Écolo met en exergue quelques points négatifs et profite de ces points pour dire que le PVC est mauvais. S'il est si mauvais que ça, je vous pose une question. Pourquoi a-t-on fait des Baxter? Pourquoi a-t-on fait des poches de sang? Pourquoi fait-on des seringues dans le même PVC que les bouteilles? Dans le monde entier, tout le monde sera atteint d'un cancer si on écoute les écolos. Le 15 janvier, les travailleurs de chez Solvay ont manifesté à Bruxelles contre les écotaxes sur le PVC. Alors, quelle était exactement votre position? Et cette manifestation, je le rappelle, s'est faite avec les patrons. Notre position s'est faite avec le patron. Il y avait discrimination en matière d'écotaxes. Les patrons ont descendu dans la rue uniquement pour défendre leur production, leur intérêt. Nous sommes descendus dans la rue pour défendre notre tartine et notre emploi. Quand on a parlé des écotaxes, est-ce que vous avez été inquiète? Disons, j'ai été inquiète. J'ai surtout craint une perte d'emploi. Quand on a parlé des écotaxes, comment avez-vous réagi? De suite, j'ai réagi. Nous avons été informés par notre délégué syndical et de suite, on a pensé à notre emploi. C'est tout ça. Inquiète. Lorsque nous avons parlé d'écotaxes dans l'entreprise, notre premier réflexe au niveau de la FGTB était de dire quid de l'emploi dans l'entreprise. Quand on a parlé des écotaxes, on a parlé de réduction de volume peut-être de produits. Et là, nous nous sommes posé la question, est-ce qu'il va y avoir une perte d'emploi au niveau de notre entreprise? C'est la première préoccupation et la primordiale, je crois. Manifestement, les écotaxes ont suscité beaucoup d'inquiétudes parmi les travailleurs. Inquiétude pour l'emploi, bien légitime, en ces moments de crise. Quittons le problème des écotaxes pour envisager plus fondamentalement la problématique de l'écologie et du monde du travail. Dans les entreprises, comment les travailleurs affrontent-ils au quotidien les problèmes d'environnement? Comment se pose la question de l'environnement pour un syndicaliste de la FGTB? L'environnement, ça veut dire écologie, et tout le monde se prétend écolo. L'écologie et l'environnement, c'est quelque chose que l'on vit tous les jours, mais pas seulement au niveau politique en fonction des événements que nous avons connus. Et cette écologie, elle ne peut en tout cas pas mettre en péril des pans entiers de l'économie. Et au travers des événements que nous avons connus, c'était la distribution qui est touchée, l'industrie du verre, l'industrie du papier, le secteur du lait, et j'en passe. C'est pourtant primordial pour l'industrie, ses travailleurs et tous les consommateurs. Car voyez-vous, payer plus cher les emballages éventuels, c'est leur prendre le risque d'acheter moins, surtout avec un pouvoir d'achat diminué. C'est donc l'emploi qui est en jeu, c'est la compétitivité des entreprises. Et que l'on comprenne bien, la philosophie de l'écotaxe et du problème de l'environnement, c'est surtout, et c'est le problème de la FGTB demain, mais tout ça dans une harmonie économique et dans une logique économique planifiée, préparée, afin de ne pas mettre l'économie en difficulté dans une période difficile que nous traversons maintenant. Un délégué syndical, en particulier FGTB, doit poser le problème de l'environnement, mais en liaison avec d'autres problèmes qui se posent à l'entreprise, que ce soit le problème d'emploi ou les problèmes de santé des travailleurs. Oui, évidemment. Le problème de l'environnement est préoccupant dans toutes les entreprises. Les problèmes de santé, les problèmes de sécurité, je crois qu'il s'agit d'un ensemble. Tout cela est lié, mais inévitablement, nous ne pouvons pas aborder ces problèmes sans avoir une préoccupation directe avec l'emploi. Chacune de nos attitudes, chacune de nos démarches a une répercussion directe sur l'emploi. Vous avez déclaré ceci. Nous n'acceptons pas de choisir entre un emploi et la certitude d'un cancer, mais nous n'acceptons pas non plus le choix entre la certitude de l'air pur et la disparition de l'emploi. Alors, comment se pose la question de l'environnement pour un syndicaliste? Eh bien, c'est qu'il faut nécessairement, pour ceux-là qui sont tous les jours sur le terrain, concilier des aspects économiques, sociaux et d'environnement. Et je pense que les syndicalistes que nous sommes sont les seuls qui ont cette obligation et donc qui subissent des pressions de l'emploi,
de l'obligation de protéger la santé et de la sécurité, et la qualité de la vie est devenue aujourd'hui pour nos sociétés modernes un véritable défi. L'initiative de la délégation FGTB, nous avons mis en place un référendum qui portait sur toute une série de questions propres à l'entreprise, mais également sur des questions de sécurité et d'environnement. Et nous sommes un peu étonnés de voir quelles sont les réponses qui sont apparues et les priorités dégagées par les travailleurs. Deux priorités avec deux aspects, disons, qu'il faut dissocier, ce sont les jeunes et les plus anciens. Là, on s'aperçoit que dans un premier temps, les jeunes ont tendance à être plus préoccupés des problèmes d'environnement, qu'ils soient internes ou externes. Pour les plus anciens, la préoccupation, bien entendu, reste affirmée, mais peut-être avec moins d'acuité. En 1990, la Centrale Générale de la FGTB a signé un accord avec les patrons de la chimie sur la question de l'environnement. Alors, que prévoit cette recommandation? Et pour vous, est-ce une étape importante ou est-ce déjà un aboutissement? Non, c'est une étape importante qui résulte en fait d'une très longue négociation et d'un constat de lacunes qui existent aujourd'hui dans la législation sur les conseils d'entreprise et les comités d'hygiène. Donc, la première importance de cette recommandation, c'est la reconnaissance des droits à l'information, au contrôle, au conseil d'entreprise et au comité d'hygiène sur une matière qui est aujourd'hui une matière régionalisée. Le deuxième point qui est fondamental, notamment pour des entreprises qui représentent un danger potentiel, c'est le droit à l'information et à la communication. Notre opinion est que pour mettre des gens dans des ateliers de production qui représentent un danger potentiel, il faut avant tout commencer par une formation. Et cette recommandation allait dans le bon sens. Bon, voici ici derrière moi l'incinérateur qui est appelé ici à Solvay unité de traitement par revalorisation des déchets. On y incinère des organiques chlorés, donc des résidus de fabrication. Alors, cet incinérateur a constitué un moment fort du combat syndical. Oui, même très fort depuis 1989. Je reprends l'historique. La ministre du Travail de l'époque a interdit le brûlage en mer du Nord de nos sous-produits. Donc Solvay a dû s'adapter et a décidé d'installer un incinérateur. Incinérateur qui a été mal accepté au départ par les syndicats parce que nous étions inquiets et dès lors nous avions mis 3 critères. 1, la sécurité d'emploi. 2, que la santé et la sécurité des travailleurs au sein de l'entreprise soient garanties. Et également au niveau de l'environnement pour la population extérieure, que leur santé soit préservée. Dès lors, nous avons mené un combat pour être associés à un comité de contrôle. Solvay s'est refusé de l'accepter. Les ministres de l'époque l'ont refusé également. Et est apparu, après de longues tractations, à chaque tribune, nous ne manquions pas de demander un comité d'accompagnement ou alors étendre les compétences du comité de sécurité et d'hygiène, qu'on appellera recommandation paritaire dans la conversation. Ces recommandations sont apparues. Dès lors, Solvay ne les acceptait pas parce que c'était des recommandations. Petit à petit, le comité de sécurité et d'hygiène tapait toujours sur le clou et a obtenu que ces recommandations soient appliquées chez Solvay. On les applique d'une manière différente. Et je m'explique. Tout ce qui est santé et sécurité du travailleur dans l'entreprise est traité par le comité de sécurité et hygiène. Tout ce qui est traité en matière de plainte, d'environnement extérieur, est traité par le conseil d'entreprise.
Procédément est une entreprise qui travaille deux types de produits. Dans un premier temps, un produit de manganèse qui est issu des sols africains et dans un deuxième temps, des solutions de cuivre. Dans le cas de l'exploitation du manganèse, le minerai de manganèse qui arrive ici impur des sols africains est attaqué dans un process de fabrication, d'où on extrait un sulfate de manganèse. À la suite de cette attaque reste une boue, une gangue, qui est en fait des boues inertes. Ces boues-là, anciennement, étaient stockées dans des bassins de décantation qui sont des bassins de décantation d'un type, je dirais, non étanche, parce qu'à l'époque, la réglementation ne prévoyait pas ça. C'était des boues, simplement des boues. Aujourd'hui, ça ne s'appelle plus des boues, ça s'appelle des déchets. Ce qui veut dire que par rapport à ça, on a dû évoluer dans le process et inventer de nouveaux bassins de décantation. Ce bassin de décantation est un bassin de décantation de ce type, avec un double avantage par rapport au bassin de décantation qui existait anciennement. C'est-à-dire que le fond du bassin de décantation repose sur une bâche tout à fait étanche. C'est un sol qui a été stabilisé, en dessous duquel il y a 2 drains. Deuxième avantage, c'est que par rapport à avant, les eaux de débordement, puisque ces boues contiennent une grande quantité d'eau et dans cette eau un peu de résidus de l'attaque, c'est-à-dire un tout petit peu d'acide sulfurique, ces eaux sont récupérées par après dans le processus de fabrication. Oui, donc concrètement, ici, avec ce type de bassin, il ne peut plus y avoir de pollution pour le sol ni pour les nappes aquifères. Ce qui pouvait être le cas avant. Ce qui pouvait être le cas avant, effectivement, puisque certaines mesures ont révélé que les anciens bassins n'étaient pas tout à fait étanches. L'avantage de celui-ci est que nous pouvons nous-mêmes mesurer l'étanchéabilité de ce bassin, puisque par rapport à la possibilité que donnent les drains de repomper les solutions en cas de fuite, dans ces drains sont placés des piézomètres de pompage dans lesquels on peut estimer les quantités de manganèse. Alors, ce qui est intéressant dans ce cas précis, c'est que c'est un bassin qui a un effet positif sur l'environnement. Et dans ton cas en particulier, tu as contacté l'extérieur, les pouvoirs publics, les écolos, pour un travail de conviction finalement. Pour un travail de conviction, dans un premier temps, tout à fait, oui, en tant que délégué syndical, j'ai fortement appuyé là-dessus, puisque je suis délégué syndical au comité de sécurité et d'hygiène, et que c'est un peu nouveau, mais que les comités de sécurité et d'hygiène maintenant ont beaucoup à faire en matière d'environnement. Et plutôt que d'attendre que les personnalités locales, les écolos ou éventuellement même les pouvoirs publics ne viennent à nous, j'ai pris moi-même l'initiative de le faire, d'aller les rencontrer, des gens des pouvoirs publics comme notamment l'IDEA et notamment les écolos locaux qui eux aussi ont pu m'apprendre un certain nombre de choses en matière d'environnement que j'ai pu moi-même soumettre par après à l'entreprise. Et on a pu, par rapport à tout ça, essayer d'évoluer dans une étude tout à fait positive sur le projet d'environnement. La technologie, les techniques de fabrication ont pas mal évolué en cimenterie. Effectivement, je crois que l'endroit est idéalement rêvé pour parler de nouvelles technologies. Voici une salle de contrôle qui est entièrement informatisée et les processus de fabrication entièrement automatisés, ce qui amène à un meilleur contrôle du processus de fabrication et de là un meilleur contrôle de l'environnement par les incidences de fabrication qu'elles peuvent avoir. Est-ce que tu peux donner là un exemple concret? Effectivement, les électrophiles par exemple, qui sont les filtres à haut rendement qui permettent de filtrer au maximum les fumées qu'on rejette à l'atmosphère, s'ils sont bien contrôlés, bien suivis, permettent de rejeter pratiquement pas de poussière. Tandis que dans le cas inverse, s'ils ne sont pas bien contrôlés, s'ils ne sont pas bien suivis, les taux de rejet de poussière peuvent atteindre plusieurs tonnes par jour. Alors d'autre part, vous utilisez pour vos fours comme énergie ce qui est des déchets pour d'autres. Oui, c'est-à-dire que toute société industrielle produit des résidus qui pour l'écosystème peut être parfois nuisible, mais qu'ici en cimenterie, recyclés avec par exemple au four bois humide avec des sciures de bois, donne un très bon combustible. Et qui, par le processus même, parce qu'il faut savoir qu'un four est un incinérateur presque parfait, puisque l'ordre de température est atteint les 1800 degrés, il n'y a pratiquement pas d'incidence sur l'environnement par les rejets de fumée. Et qu'est-ce que vous brûlez en fait? En fait, ce qu'on brûle en voie humide du réseau fuel, donc je l'ai dit, c'est des sciures de bois imprégnées
avec des résidus industriels tels que les solvants, les peintures, les huiles usagées, et en voie sèche, des pneus usagés de tout genre, voitures, camionnettes, camions. Sans incidence pour l'environnement. Sans incidence, puisque le four étant un incinérateur presque parfait. Comment a évolué la conscience des travailleurs et de l'employeur ici à Spa Monopole au sujet de l'environnement? À une époque où on parlait moins d'environnement au niveau des entreprises, Spa Monopole a été un précurseur en la matière au niveau du respect justement de cet environnement. Et nous avons une preuve très concrète derrière moi dans ce sens où nous avons eu notre propre station d'épuration. Donc les eaux usées de notre entreprise sont rejetées ici dans ces bacs de décantation et puis directement sont rejetées dans le Wayet, donc un petit ruisseau qui se trouve juste derrière. Au niveau de l'évolution actuellement, on parle de plus en plus depuis 2 ou 3 ans d'environnement, tant extérieur qu'intérieur dans les entreprises. Et au travers d'un comité sécurité-hygiène, là, nous avons pris conscience, tant au niveau des travailleurs qu'au niveau des représentants syndicaux et principalement aussi au niveau du patronat, où là, nous devions faire, je veux dire, par rapport à une image de marque que nous faisions passer au travers de notre publicité, essayer de faire coller cette image de marque avec notre environnement intérieur et extérieur à l'entreprise. Et vous avez notamment constitué ce qu'on appelle un duo de vigilance. Oui, il y a un duo de vigilance qui a été créé, tout à fait paritaire. Donc, il y a un représentant du côté de la direction et un représentant des délégués syndicaux qui fonctionnent mensuellement et font rapport au comité de sécurité et hygiène de tout ce qu'ils auraient pu constater en faisant le tour tant intérieur qu'extérieur de notre entreprise pour justement sensibiliser également la direction pour les changements qu'on pourrait apporter dans notre entreprise au respect de l'environnement. Tu es à l'origine d'une collecte sélective ici dans l'entreprise. Peux-tu expliquer un peu le projet? À l'origine d'une collecte sélective, plutôt d'un projet de collecte sélective de déchets. Dans le sens où, dans une entreprise comme dans un ménage, un certain nombre de déchets sont générés. Et qu'il m'avait semblé intéressant à un moment de penser à pouvoir éventuellement séparer ces déchets, parce que plusieurs voies de recyclage des produits, et notamment des déchets, sont possibles. Il y a par exemple, dans le cas précis, un conteneur à papier. Ce conteneur à papier reçoit toute la collecte de papier, ou du moins une grosse partie, puisque c'est encore très fortement à l'état de projet, et on doit avoir tendance à expliquer à tout le monde un peu à quoi ça sert, de façon à ce que progressivement on apprenne à déposer nos papiers dans ce conteneur, sachant qu'ils vont être recyclés par la suite. Quels sont les problèmes que rencontrent les travailleurs d'une cimenterie en termes de sécurité et d'hygiène? Oui, bien écoutez, les problèmes avec lesquels les travailleurs sont confrontés, avec lesquels nous sommes tous confrontés dans une cimenterie, sont directement liés avec le type de produit que nous fabriquons. C'est ainsi qu'à l'endroit où nous nous trouvons à l'heure actuelle, salle de mouture, qui ne tourne pas, il faut le préciser, car si elle était en marche, nous ne pourrions pas discuter comme nous discutons à l'heure actuelle. Donc, premier phénomène, le bruit. Une salle de mouture, c'est le bruit, c'est la poussière de ciment liée au type d'activité, la poussière de ciment et la chaleur. Ce sont les 3 principaux facteurs avec lesquels les travailleurs sont confrontés en cimenterie. Alors, le rôle d'un comité de sécurité et d'hygiène, c'est d'essayer d'améliorer les conditions des travailleurs à l'intérieur d'une entreprise. Est-ce que vous y voyez un lien entre améliorer ces conditions à l'intérieur et l'environnement externe à l'entreprise? Bien entendu, le rôle du comité de sécurité, qui est de veiller à la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, c'est une des missions premières, mais on ne peut pas imaginer que l'action menée par les délégués de sécurité, par exemple, se contenterait de viser à améliorer les conditions de travail et qu'il n'y ait pas d'impact sur l'extérieur. L'endroit où nous nous trouvons à l'heure actuelle, s'il n'est pas propre, si les conditions climatiques sont défavorables, toute cette partie de pollution interne, bien entendu, va partir vers l'extérieur. Donc une répercussion de l'action menée à l'intérieur vers l'extérieur. On ne peut pas s'imaginer des prairies bien vertes aux alentours et des travailleurs travaillant à l'intérieur dans des endroits malsains. Le comité de sécurité et d'hygiène s'occupe de la santé, de la sécurité et aussi de l'environnement interne à une entreprise. La FGTB est favorable à une extension de ses compétences à l'environnement extérieur à l'entreprise.
Oui, effectivement. Nous demandons que le comité de sécurité et d'hygiène soit également compétent pour les problèmes d'environnement externe de l'entreprise. Et il y a de cela quelques mois, nous avons été consultés d'ailleurs au Conseil supérieur de sécurité et d'hygiène. Le Conseil supérieur de sécurité et d'hygiène est un organe d'avis paritaire, employeurs représentants des travailleurs, qui donne des avis au ministre sur tout ce qui concerne la santé et la sécurité au travail. Et donc nous avons été consultés sur une extension éventuelle des compétences des comités de sécurité et d'hygiène sur ce point. Mais nous nous sommes heurtés à un refus tout à fait catégorique de la part des employeurs qui ont même refusé de poursuivre la discussion. Ce qui était d'ailleurs assez paradoxal parce qu'à peu près dans le même temps, au niveau du secteur de la chimie, se négociait et se concluait d'ailleurs un accord sur ce point. Le combat syndical est lié à l'environnement et l'environnement est un combat syndical. Mais je pense que c'est un combat qui ne date pas d'aujourd'hui. La FGTB a toujours été, me semble-t-il, préoccupée par ces problèmes d'environnement interne des entreprises et l'interne, je l'ai dit tout à l'heure, a des effets sur l'externe. Donc le combat syndical pour l'environnement, s'il ne date pas d'aujourd'hui, doit continuer, mais peut-être avec des notions nouvelles compte tenu du phénomène emploi. Les délégués syndicaux du comité de sécurité et d'hygiène, de toute façon, défendent ce type de combat depuis toujours, depuis au moins 30 ou 35 ans, depuis que les comités de sécurité et d'hygiène existent. Tout en protégeant l'individu, on protège finalement l'environnement, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a des choses un peu nouvelles qui doivent se créer, et ma foi, pourquoi pas en fait? Pourquoi pas créer avoir des idées, avoir un petit peu de créativité par rapport aux problèmes qu'on vit aujourd'hui finalement. Pour nous, ça restera toujours un combat syndical, parce que nous sommes très attentifs à ce que l'on respecte la manière de travailler dans les entreprises, le respect d'autrui, également du matériel qu'on leur met à leur disposition. Mais notre sensibilisation principale, c'est de mettre les travailleurs dans les meilleures conditions de travail pour nous. Et aussi sensibiliser nos travailleurs à respecter leur environnement, tant intérieur qu'extérieur. Et je crois que ça, ce sera un gros problème de l'avenir aussi au niveau syndical, c'est ce combat et ce respect de l'environnement. Déjà aujourd'hui, l'environnement est un combat syndical, surtout avec les nouvelles générations de délégués syndicaux qui sont beaucoup plus sensibles aux problèmes de l'environnement que dans le passé. Mais malgré tout, il faut intensifier la sensibilisation et considérer que l'environnement fait partie intégrale du travail syndical. Il faut donc, à mon sens, une formation spécifique de nos délégués, permettant d'abord une prise de conscience des risques éventuels afin de pouvoir faire face aux dangers potentiels pour la santé des consommateurs. C'est cela le travail syndical de sensibilisation. Et pour que ça soit bien compris, nous avons, en collaboration avec notre institut de formation professionnelle, créé un cours spécifique sur l'environnement que nous allons déployer dans toutes les entreprises de l'industrie alimentaire qui représentent 85 000 travailleurs. C'est un combat syndical incontestablement parce que la qualité de la vie est devenue aujourd'hui un véritable défi pour les générations futures. Et en plus, lutter pour l'environnement, c'est lutter pour créer des emplois. Il y a du neuf précisément aujourd'hui, puisque un arrêté royal vient de paraître au Moniteur qui prévoit cette extension des compétences des comités de sécurité et d'hygiène à l'environnement externe. Donc dorénavant, l'employeur est obligé d'informer les représentants des travailleurs et de les consulter tant sur tout ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, mais aussi sur tout ce qui concerne l'environnement extérieur de l'entreprise. Nous pensons que c'est effectivement un pas important en avant. Donc finalement, cet arrêté royal qui paraît aujourd'hui même satisfait la FGTB. Oui, et très certainement, mais c'est un premier pas parce qu'un certain nombre d'inconnus demeurent évidemment, parce qu'il y a l'information et la consultation du comité de sécurité et d'hygiène, mais il y a aussi
l'ensemble du cadre dans lequel cette information se réalise, cette consultation se réalise. Parce que vous savez qu'il y a des médecins du travail, il y a des chefs de service de sécurité. Dans certaines entreprises, déjà maintenant, il y a des conseillers en environnement. Et bien sûr, tous ces spécialistes ont une fonction de conseil, ont une fonction d'aide à donner au comité de sécurité et d'hygiène. Et donc nous demandons que parallèlement, on adapte bien sûr les compétences de ces spécialistes pour qu'ils soient amenés eux aussi à soutenir, à appuyer, à aider les membres des comités de sécurité et d'hygiène à émettre des avis en toute connaissance de cause.